On va passer maintenant à un tout autre thème, mais qui est comme la guerre tout aussi actuelle, l'histoire des marges et des minorités. Donc je vais appeler Arthur et Adrien à la barre. Alors, je te montre. Tous les diapos sont là. Vous vous débrouillez, vous êtes grand. Ouais, oui, ça marche. Alors, Commence avec Mathilde. Je fais... Ouais, tu fais l'intro. Je fais l'intro. Tu présentes vite fait Mathilde. Et comme ça, on fait un sur lui. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Alors, du coup, nous allons passer à la 4e partie de notre colloque. Donc pour présenter cette 4e partie, intitulée Aux marges de l'histoire... Ah non, je ne suis pas Mathilde, je suis le président de séance. Tout à fait. Pas de souci. Du coup, pour présenter la partie 4 intitulée Aux marges de l'histoire, je dirais que certains d'entre nous ont choisi de travailler sur l'histoire des grands événements et des grandes personnes. On l'a vu, certains ont décidé de travailler sur la guerre du Koweït, sur la guerre du Haut-Karabakh, sur certaines grandes personnalités, ou bien même sur le magnifique match Bretagne-Cameroun. D'autres, en revanche, ont décidé d'avoir plus une approche de l'histoire sociale, une histoire des gens et des techniques. Certains travaillent donc sur un groupe d'individus, comme les femmes djihadistes, ou bien les mousses sur les navires, ou tout simplement les acteurs de l'adoption franco-colombienne. Tandis que d'autres ont décidé de travailler sur certaines techniques, comme la danse au sein de la Reine des Villes, pour l'Empire byzantin. Pour commencer, donc, nous allons accueillir Mathilde, qui va donc nous présenter. C'est toujours pas moi. C'est toujours pas moi, il faut que tu présentes un peu le Donc sujet. alors Mathilde va présenter les femmes djihadistes et la couverture médiatique qu'elles ont en France avec le tournant de 2016. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher ensemble sur la thématique de la représentation médiatique donc des femmes djihadistes dans la presse française à travers le tournant 2016. Pour introduire mon sujet, je voudrais qu'on s'intéresse à ce croquis d'audience que j'ai mis ici en arrière-plan de la première diapositive. À première vue, aucun élément ne permet de dire à quel procès il fait référence. On y voit 3 femmes placées sur le banc des accusés et 3 noms qui sont coupés ici en bas du croquis figurent. On peut lire Inès Madani, Ornella Guilligman et Sarah Hervouet. En ce mois de septembre 2016, ces 3 criminels, elles sont jugées pour des faits de terrorisme qui se sont déroulés en septembre 2016. En France, ce procès est le premier à juger et à condamner fermement des femmes pour de tels faits. Dans la nuit du 3 au 4 septembre, Inès Madani et Ornella Guilligman, qui sont les 2 femmes en photo ici, les plus à droite, ont garé, abandonnent un véhicule qu'elles ont préalablement chargé de plusieurs bonbonnes de gaz et de bouteilles de gasoil à quelques pas seulement de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le dispositif qu'elles ont fabriqué ne fonctionne pas. Le dispositif de mise à feu ne fonctionne pas. Au matin du 4 septembre, le véhicule est découvert par une patrouille de police qui est ici en photo. Et donc cette intervention empêche ces femmes de venir relancer le dispositif. Après plusieurs jours de traque policière, le 8 septembre, un des policiers qui est en civil alors en charge de leur surveillance est poignardé par l'une d'elles. Alerté par les cris, son collègue ouvre le feu sur l'assaillante. Donc à la lecture des articles autour de cette affaire, on constate que la société française, elle semble complètement étrangère au fait que des femmes puissent être impliquées directement ou non dans un projet djihadiste. En 2016, cette affaire, elle détonne dans l'actualité médiatique, si bien que, même encore aujourd'hui, on la considère comme l'élément déclencheur
d'un tournant 2016 en matière d'implication des femmes dans l'entreprise djihadiste. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de répondre à plusieurs questions. Donc, premièrement, pourquoi cette affaire est-elle perçue comme l'élément déclencheur d'un tournant en 2016? Et deuxièmement, quelles sont les pistes de réflexion qui sont aujourd'hui privilégiées autour de cette affaire et de sa perspective historique? Pour répondre à ces interrogations, une chronologie qui est assez simple, que je vous propose aujourd'hui. Donc l'avant 2016, de 2012 à 2015, les femmes sont reléguées par les récits médiatiques au rang subalterne des réseaux djihadistes en France. Et l'année 2016 et après, 2016-2019, vers un traitement médiatique et judiciaire des femmes djihadistes en France. Donc pour comprendre ce tournant 2016, il faut se pencher sur le traitement médiatique qui est réservé à ces femmes avant. Donc de 2012 à 2015, les femmes sont reléguées au rang subalterne des réseaux djihadistes en France. En mars 2012, les attaques survenues à Toulouse et Montauban pointent du doigt une femme, Souad Mera, qui est ici en photo sur la diapositive. Dans le paysage médiatique des années 2010, le rôle de Souad Mera, aux côtés de son frère, qui est surnommé le tueur au scooter, c'est le surnom qui a été donné à Mohamed Mera, est d'abord sous-estimé. À cette période, l'engagement des femmes pour le djihad est particulièrement mal connu. Il est même passé sous silence. Beaucoup de récits abordent à peine l'implication de ces femmes. Dans une entreprise djihadiste, elles ne sont souvent que des femmes de djihadistes, selon le terme qui est utilisé par Mathieu Suc, qui est un journaliste, qui a repris donc cette expression dans son livre qui est ici, dont la couverture est ici sur la diapositive. Donc le phénomène, il est dit nouveau, quand bien même des femmes sont déjà engagées depuis les années 2000 aux côtés de groupes djihadistes. En réalité, la nouveauté, elle est à la fois dans la médiatisation de leur engagement, mais aussi dans l'ampleur de cet engagement. Les articles publiés à cette époque présentent majoritairement le récit de femmes qui sont victimes de violences domestiques en France et de violences de guerre à l'international. Dans le peu d'articles qui évoquent la figure de la femme combattante, violente, la manière de le faire diffère selon la sensibilité politique du journal. Dans le journal Libération, on remarque que les femmes qui prennent les armes sont mentionnées en tant que combattantes, et ce, peu importe la cause pour laquelle elles s'engagent. Les récits s'attardent davantage sur leur rôle, qui est décrit comme majeur, mais aussi leurs valeurs. Leurs valeurs, elles sont mises en avant dans ces récits, donc c'est particulièrement intéressant. Dans d'autres journaux, comme Le Monde ou Le Figaro, le ton est différent, et on ne retrouve pas ce terme de combattante. Les récits de combat sont mêlés à la mention d'éléments qui sont traditionnellement attribués aux femmes, comme le maquillage ou encore le thé. Donc le traitement médiatique différencié des femmes violentes crée des effets de surmédiatisation de certains groupes et d'invisibilisation d'autres. Dans les années, déjà en 2015, Fanny Bugnon explique que les femmes d'Action Directe font l'objet, depuis les années 1970, de discours médiatiques stéréotypés. Elle en dresse une typologie que l'on peut résumer ainsi. Donc la femme terroriste est soit amoureuse, aveuglée par ses sentiments, ou bien folle, quand ce n'est pas les deux à la fois. Bien que les journalistes ne l'expriment plus aussi directement et frontalement aujourd'hui, en tout cas avant 2016, on retrouve pour les femmes djihadistes quelques lignes discursives qui sont similaires. Le recours aux stéréotypes tend à amenuiser la responsabilité de ces femmes et la responsabilité de ces femmes dans leur engagement, mais aussi leur force de conviction
dans celui-ci. Dans les articles à notre disposition, elles sont décrites comme naïves, jeunes ou encore influençables. Derrière leur engagement se cacherait presque systématiquement un homme, plutôt charismatique, un prince charmant barbu, comme le précise la sociologue Géraldine Cazut, qui les embrigaderait. En réalité, le recours aux stéréotypes permet de pallier une triple incompréhension populaire, dans la mesure où la violence que l'on peut qualifier ici d'ordinaire des femmes est déjà mal comprise, la violence politique est d'autant plus difficilement concevable. Donc dans les sociétés occidentales, les femmes, elles sont plutôt enjointes à la douceur, la discrétion, la tendresse ou encore la bienveillance. Et ces caractéristiques, elles sont directement liées à la fonction matérielle de leur corps, qui est naturellement doté de la capacité à donner la vie. Dès lors, les femmes terroristes, elles transgressent complètement les normes sociales qui sont attribuées à leur sexe. De plus, issues d'un monde occidental, donc qui se considère comme protecteur des droits de manière générale, mais aussi du droit des femmes, les Françaises qui décident de s'engager pour une cause islamiste, donc qui, elle, est considérée comme leur portant atteinte, est largement mal comprise. La dissonance entre les rôles attendus et les comportements observés traduit en réalité une certaine peur, la peur d'un renversement de l'ordre social qui est traditionnellement établi. Donc on arrive désormais au cœur du sujet, à savoir l'année 2016. Entre 2016 et 2019, débute un traitement judiciaire et médiatique des femmes comme actrices clés du djihadisme en France. Donc l'année 2016, elle constitue effectivement une étape supplémentaire dans l'intérêt qui est porté aux femmes djihadistes, et ce, avant même la tentative d'attentat qu'on a mentionnée en introduction de cette présentation. Le politologue Marc Ecker, dans un article publié en avril 2024, explique que dès juillet 2016, la Cour de cassation publie un arrêt qui redéfinit les contours de l'association de malfaiteurs terroristes qui s'étend désormais à l'aspect logistique. Alors c'est un petit peu compliqué, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Désormais, le fait de rejoindre la zone syro-irakienne est en soi constitutif d'une judiciarisation de l'individu. De plus, le 2 septembre, donc toujours avant la tentative d'attentat de Notre-Dame, François Molins, qui est alors procureur de la République de Paris, reconnaît dans un article qu'il a dédié au Monde les erreurs et la crédulité de la justice face au départ des femmes en Syrie. Donc à la lumière des éléments qu'on vient de mentionner, on comprend que la prise de conscience judiciaire est antérieure à la prise de conscience médiatique et sociale au sujet du rôle que tiennent les femmes dans les réseaux djihadistes. En réalité, la révélation de la tentative d'attentat de Notre-Dame en septembre 2016 s'inscrit dans un contexte qui est extrêmement tendu, de 2 années où les attaques se sont à la fois multipliées sur le sol français, mais aussi sur le sol européen, produisant alors une émotion qui est particulière. Donc la perception la perception chronologique d'événements qui se sont déroulés sur un temps d'à peine quelques mois, elle est déjà difficile en soi, mais si l'on ajoute cette émotion qui est ressentie à cette période, ça brouille d'autant plus la chronologie des événements et ça crée un décalage entre la perception judiciaire et la perception médiatique du phénomène. Par ailleurs, si elle n'est pas à l'origine de ce tournant 2016, la tentative d'attentat de Notre-Dame, elle n'est pas sans importance dans le long processus de compréhension du rôle des femmes dans les réseaux djihadistes en France. En réalité, cette affaire, elle agit plutôt comme un révélateur que comme l'élément déclencheur d'une évolution qui est complexe, mais aussi hétérogène de la constitution d'un savoir sur le sujet.
l'émotion populaire vécue autour de ces problématiques, elle contribue à mettre le projecteur sur ces femmes et sur l'étude de leur rôle dans les mouvements islamistes. Donc entre 2016 et 2019, on remarque qu'il y a un volume particulièrement important de publications scientifiques sur le sujet. Les articles qui ont déjà été publiés et puis les ouvrages aussi qui ont déjà été publiés sont actualisés et d'autres sont créés, publiés. Donc la majorité de la littérature scientifique sur le sujet, elle est produite depuis cette période, depuis 2016. Donc grâce à la multiplication des études sur le sujet, on en apprend plus et on comprend mieux le phénomène du djihad au féminin. Contrairement à ce qui est véhiculé dans les articles de presse, les femmes djihadistes, donc violentes, sont minoritaires. La surmédiatisation de leur implication physique dans les récits médiatiques tend à invisibiliser le rôle de mère et de femme, d'épouse, qui leur est principalement attribué par la doctrine de cette mouvance. Si dans ce cas précis, donc, on étudie le cas de femmes violentes djihadistes, prendre la mesure de leur implication par le simple critère de violence n'est pas pertinent en soi. En revanche, dans la perspective d'un programme qui est politico-religieux, comme celui de l'État islamique, les femmes sont chargées de procréer et de transmettre à leur progéniture les valeurs et les préceptes du groupe pour les faire perdurer sur le long terme. Cette fonction, elle ne fait pas d'elles des personnes qui sont moins convaincues des idées qui sont distillées par les cadres du groupe. Contrairement aux hommes, les femmes font l'objet d'un processus de radicalisation qui se déroule principalement dans les sphères privées qu'elles dominent. Pour ce qui est des journaux, sur la période considérée ici, le nombre de mentions des femmes djihadistes à partir de 2016 est exponentiel, malgré les avancées scientifiques, les discours stéréotypés perdurent. Donc la grille de lecture qu'on a précédemment mentionnée, elle évolue et en 2020, la sociologue Camille Boutron dresse une nouvelle typologie à partir de l'étude de ce cas de la tentative d'attentat de Notre-Dame. Donc on constate qu'il y a des figures qui restent, donc la figure de l'amoureuse reste, celle de l'émotive aussi, mais d'autres apparaissent, donc celle de la manipulatrice perverse ou encore de la séductrice. Donc du désintérêt ambiant d'avant 2016, les femmes sont désormais décrites comme plus dangereuses, plus déterminées que leurs homologues masculins. Et encore une fois, cette approche, elle mérite d'être nuancée pour appréhender au mieux le phénomène du djihad au féminin, mais aussi le phénomène du djihad en général. Donc dans les médias, le phénomène du djihad au féminin violent continue d'occuper une place qui est bien plus importante que la réalité numérique du phénomène. Donc, pour conclure cette présentation, je voudrais revenir sur quelques points principaux à retenir. Premièrement, malgré le canon journalistique de neutralité, on observe une persistance des discours stéréotypés à l'égard des femmes qui biaisent la bonne compréhension du phénomène djihadiste en France dans son ensemble. Deuxièmement, donc avec les publications récentes sur le sujet, on comprend mieux la nécessité de replacer l'affaire du commando de Notre-Dame dans un contexte d'un phénomène qui s'inscrit dans un temps long, entre guillemets, en tout cas plus long que ce qui avait été mentionné auparavant, et dans une chronologie des événements qui est mal connue. Et troisièmement, l'intérêt de rétablir une bonne chronologie des événements permet de mieux comprendre le phénomène djihadiste, pour mieux juger ces acteurs et en l'occurrence ces actrices, mieux les réinsérer dans la société après l'exécution de leur peine, mais aussi de rationaliser
un phénomène qui suscite une très forte émotion populaire. Enfin, je voudrais finir ma présentation sur une phrase de l'historienne Michèle Perrault, qui écrit en 2020 dans son livre « Les femmes ou les silences de l'histoire ». Écrire l'histoire des femmes suppose qu'on les prenne au sérieux. Je vous remercie de votre attention. Merci Mathilde pour cette présentation. Première petite question, est-ce qu'on a déjà vu des femmes ayant un rôle réellement de leader dans certains groupes djihadistes, ou peut-être aussi de recruteuses, qui va vraiment avoir le rôle d'enrôler certaines personnes? Alors, c'est un peu particulier parce que déjà on a mentionné que c'est pas le rôle qui est principalement attribué à des femmes. Elles ont plutôt, comme on l'a dit, un rôle de mère et d'épouse au sein de leur foyer. Néanmoins, il y a des femmes qui ont pris les armes, on l'a vu ici, et qui, oui, ont mené en quelque sorte leur propre projet. Devenir leader, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire ça. Non, mais voilà, ont créé ce projet. Ce que j'ai pas pu préciser ici, c'est qu'en fait, le projet de la tentative d'attentat de Notre-Dame, c'est un projet qui, lors de sa publication dans les médias, a tout de suite été attribué à la direction d'un homme. Et ça a contribué à vraiment produire un effet de soulagement général, de se dire que, ah, enfin, c'était peut-être pas que des femmes qui ont eu cette idée, et qu'elles n'étaient peut-être pas la tête pensante, mais simplement la main exécutante. Donc ça a contribué à soulager collectivement. Après, j'ai pas d'exemple particulier de femmes qui ont été leaders. Elles ont été parfois mises en avant dans un des journaux qui est produit par le groupe État islamique, Dar al-Islam, et elles ont parfois été mises en avant pour l'action violente qu'elles ont produite. Pardon. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pierre-Loup? Si j'ai bien compris dans l'intervention, on est principalement du Daesh, mais qu'en est-il par exemple d'Al-Qaïda ou des autres groupes terroristes? Est-ce que leur rôle dans ces sociétés-là constituait différent parce qu'elles avaient un aussi... Donc le rôle des femmes dans d'autres groupes. Ok, alors en fait, ce qui a été mal compris de prime abord pour le groupe État islamique, c'est que la doctrine était complètement différente. Donc Al-Qaïda, c'était plutôt des hommes qui étaient recrutés pour leur formation, pour leur qualification, des pilotes d'avion en l'occurrence, pour certaines attaques. Donc, à l'origine, dans ces groupes-là, il n'y avait pas de femmes. C'est ce qui a contribué à avoir un certain retard dans la prise en compte du fonctionnement de l'État islamique, qui, eux, ont une doctrine qui est différente, qui considèrent que chaque combattant est utile pour atteindre leur dessein. Donc, voilà, le rôle n'était pas les mêmes, et c'est peut-être la nouveauté aussi de ce groupe qui, finalement... n'hésite pas à donner une place particulièrement importante à des femmes, parfois même dans des actions violentes. N'importe. Jules. Jules, vas-y. Alors, tu as décrit cette espèce de consternation que vont avoir l'opinion publique et les médias occidentaux vis-à-vis de femmes dans ce genre de réseau-là. Mais est-ce qu'il y a même genre de consternation pour d'autres groupes terroristes qui n'ont pas forcément des motifs djihadiques comme des indépendantistes comme au Kurdistan, notamment en Europe? Alors pour le Kurdistan, j'ai pas vraiment d'exemple dessus. Par contre, ce que j'ai pu lire, c'est que depuis les années 1970, avec ces femmes qui ont mené des actions violentes pour cette fois-ci des idées qui sont plutôt d'extrême gauche, oui, il y avait une représentation dans les médias, donc c'est vraiment le travail
que j'avais mentionné de Fanny Bugnon sur le sujet, qui elle s'est vraiment concentrée dessus. Elle avait des articles qui étaient tirés du Monde, voilà, et il y avait une représentation aussi stéréotypée et bien plus marquée que ce qu'on peut lire aujourd'hui sur les femmes djihadistes. Oui, Adrien. Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes qui écrivent dans les journaux? Je pense notamment un peu aux travaux des féministes en théorie du genre qui ont un peu théorisé le regard masculin et qui disent que bon, bah, dès que c'est des hommes qui écrivent, quand même, on met un truc très stéréotypé de la femme. Est-ce qu'il y a un peu ça dans tes écrits, notamment surtout ce journaliste, parce que dans les écrits universitaires, je pense que c'est beaucoup plus nuancé? Alors, pas nécessairement, puisque y a des articles que j'ai pu consulter qui étaient aussi écrits par des femmes et qui avaient des propos qui auraient pu être écrits par des hommes. Donc, dans ce que j'ai pu analyser, non, pas nécessairement. Il y a, on va dire, à peu près 50-50. Et les idées restent les mêmes. Quand je mentionnais là, cet article du Monde qui parle de maquillage, de thé et d'armes, pour parler du rôle des femmes, c'est une femme qui l'a écrit. Donc voilà, il n'y a pas nécessairement de... Et est-ce que les groupes terroristes, ils ont conscience de cette image que les sociétés occidentales peuvent avoir du coup, des femmes et peut-être organiser des attentats? Est-ce qu'ils savent du coup que les femmes, on va moins s'en méfier, donc du coup peut-être plus de chances pour eux d'aboutir? Alors, je pense potentiellement ils en ont conscience, oui. Ils savaient que pendant un certain moment, elles sont passées sous les radars des services de police. J'avais même lu un article qui disait qu'une femme qui est porteuse d'une bombe, elle va toucher sa cible alors qu'un homme va être en fait arrêté bien plus haut. Donc voilà, je pense qu'ils en ont conscience. Après, de là à eux adapter leur doctrine, je ne pense pas, parce qu'ils sont vraiment convaincus de leurs idées et qu'en fait, ce rôle violent de la femme, dans les textes fondateurs, pour eux, la femme n'a pas le droit de combattre, à moins d'être dans des conditions très précises, d'atteinte au territoire, qu'un homme ne puisse pas combattre pour elle et la sauver ou autre chose. Donc je ne pense pas qu'ils s'adaptent puisqu'il y a quand même une doctrine qui reste très importante et qui guide leurs décisions. Dernière question. Oui, après on passe à vous bien sûr. Est-ce que tu peux nous évoquer potentiellement la représentation de ces femmes également sur d'autres médias comme les réseaux sociaux par exemple? Est-ce que ça aide à comprendre la stéréotypes ou à mieux comprendre justement ces dynamiques qu'elles peuvent avoir dans les activités? Dans leur représentation sur les réseaux sociaux par exemple? Alors là, j'avoue que j'ai très peu d'éléments sur le sujet, j'aurais peur de dire une bêtise. J'imagine que ça reste quand même dans la même lignée, mais comme j'ai pas étudié précisément la chose, je préfère pas dire de bêtises. Bon, mais un petit peu de sourire avant notre pause. Je m'éloigne un petit peu des réseaux sociaux et de l'intersectionnalité chère aux camarades Adrien, donc pardonnez ces questions qui sont celles d'un vieil homme cisgenre, mais bon, vous m'intéressez beaucoup parce que vous avez une réflexion qui est aux confins de la science politique, de la sociologie et de l'histoire. Et peut-être, parmi ces trois matières, est-ce l'histoire que vous êtes de la plus... J'ai un peu l'impression que Michel Ferraud, en conclusion, vient comme pour vous dire, j'ai aussi lu quelques historiens quand même, et je connais cette grande dame que j'ai beaucoup lu aussi, et quand elle parle du silence, attention chez Michel Ferraud, ne pas dire, c'est quelque chose qu'elle analyse, mais ne pas dire, ce n'est pas forcément invisibiliser. Oui. J'aime bien le terme invisibiliser, parce que c'est important l'invisibilisation, mais quand tout devient invisibilisation, plus rien n'est invisibilisation. L'invisibilisation existe, mais le silence n'est pas forcément l'invisibilisation. Elle le montre bien, ce sont deux choses, je crois, différentes.
Vous vous appuyez sinon beaucoup, évidemment, sur des journalistes et sur des sociologues qui, parfois, eu égard, on va dire, à leur culture historique toute relative, redécouvrent régulièrement l'eau chaude. Alors, vous déconstruisez cela admirablement, mais pour avoir connu les années anciennes, les années 80, et même les années 70, c'est-à-dire, on était tout de même, il me semble, parfaitement conscient que les femmes pouvaient mener des actions terroristes. Alors, je n'ai pas lu Famille d'Union, mais là, elle redécouvre l'eau chaude. Nathalie Minigo, pour Action Directe, certes, elle est la compagne de Marc elle était encore dans les Blancs, c'est pas lui qui elle est morte. Je ne saurais pas vous dire. Un entretien avec elle pourrait être passionnant si elle dit encore lui qui a Toulouse. Il a fait sa peine. Personne ne pensait que Nathalie Minigo, sans doute amoureuse, compagne de son état, était émotive ou suiviste. Elle était à sa manière aussi une intellectuelle, quelqu'un qui avait en tout cas lu la doctrine. Vous vous rappelez les années 70, les Brigades Rouges, la fraction armée rouge en Allemagne, il y a de nombreuses femmes. Pensez à Munich, l'attentat contre les athlètes israéliens, perpétré entre autres par des femmes. C'est au conflit algérien et au rôle évidemment des femmes, puis dans d'autres conflits en amont, les femmes dans la résistance française, d'autres choses. Donc je pense que cette présence des femmes, elle n'était pas connue. Peut-être qu'elle n'était pas suffisamment analysée, assurément, mais je ne pense pas qu'elle ait été redécouverte. Alors là, il y a quelque chose qui m'étonne un petit peu, que des journalistes en 2016 ne s'en souviennent pas, ne la connaissent pas, ne veulent pas s'en souvenir. Entendu, bon, je ne connais pas ce monsieur Suc, manifestement il a écrit des bêtises, donc c'est pas le seul journaliste à avoir écrit des bêtises, on va pas en faire un plat. Donc vous voyez, là vous avez un biais quand même, parce que vous attaquez à partir d'un discours, évidemment, il faut, voilà, tirer sur une ambulance, quelque part, on l'a appris avec les navires hôpitaux, faites pareil avec M. Suc, ne considérez pas que son point de vue pourrait avoir une valeur heuristique. Il n'en a évidemment pas. Le vôtre en a eu. Donc, essayez de travailler à conjoindre le plus possible, évidemment, parce que vous êtes sur de l'histoire immédiate, et qu'on dit que vous allez remonter en arrière jusqu'à 2012. Je ne sais pas ce qu'en pensera Génie Flick, mais je vous conseille de remonter un peu plus haut, et d'ailleurs vous le faites, parce que vous n'avez pas pu éviter de parler des années 80. Aux années 70, quand même, qui sont quand même pour la femme un temps d'émancipation, hein, le MLF de nos mères, en tout cas certains. C'est bien qu'aujourd'hui leur combat est considéré comme inachevé, ils sont plaît-il, mais c'est quand même un temps d'émancipation de la femme important, y compris dans le discours politique, dans la réalité politique et dans bien des domaines. Voilà. Est-ce que je vous réponds? Alors, concernant mes sources, puisque c'est de cela qu'on parle, en réalité, les historiens ne s'intéressent que très partiellement à la question de l'histoire du terrorisme. Donc il y a Madame Jenny Rafli qui travaille dessus, qui est une historienne, mais la majorité des ouvrages qui sont publiés, on va dire, pas d'autre choix que d'utiliser ce qu'il y a dans d'autres disciplines, puisqu'en histoire, c'est particulièrement délaissé, en France surtout, mais aussi dans le monde anglo-saxon. C'est plus, il y a eu plutôt une approche qui était, dans un premier temps, très scientifique. Ça paraît bizarre, mais ils ont parfois même mathématiques. Ils ont créé des bases de données avec des calculs pour savoir la fréquence de ce genre d'études-là, de l'approche. Voilà, c'est un petit peu particulier. C'est une approche qui a été plutôt menée après 2001, quand il y a eu l'explosion des études sur le sujet aux États-Unis. Ensuite, ils se sont aussi intéressés à l'aspect scientifique, mais plutôt médical, les syndromes post-traumatiques, les choses comme ça. Donc, plutôt dans le monde anglo-saxon, plutôt une approche qui est scientifique, en tout cas du côté des États-Unis. En ce qui concerne d'autres pays, par exemple, le Canada est très avancé sur le sujet, l'Angleterre aussi. Ça se ressent aussi quand on suit des cours dans ce genre de pays. Je suis allée au premier semestre en Angleterre, ils parlent très librement de ces sujets. En France, on en parle beaucoup moins librement, ça gêne un petit peu.
Donc je pense que tout ça, ça contribue aussi à créer plus ou moins d'intérêt dans le domaine scientifique. Et en l'occurrence, en France, l'histoire est particulièrement en retard ou à la traîne dans cette thématique. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle il faut se pencher vers d'autres sources qui ne sont pas historiennes, j'en suis bien consciente, mais qui permettent de combler peut-être un vide laissé par ce léger retard ou peut-être ce manque de considération, je ne sais pas. Et ensuite, je ne sais plus ce que concernaient les autres... Ah oui, les autres sujets. Alors, en fait, c'est une question... Enfin, la question des dates, elle est très intéressante. Je me la suis posée longtemps aussi. Et il a fallu que j'arrête des dates. 2012-2023, pour mon mémoire, c'est déjà assez... pour moi, assez long. Madame Rafli, qui était aussi d'accord sur ce fait-là, mais je suis d'accord qu'elles sont discutables. J'aurais pu les changer encore une dizaine de fois. Donc, voilà, je vous remercie. Pour que vous étendiez vos dates, que vous considériez dans cet espace de temps, qui est parfaitement valable et qui est raisonnable, que les éléments antérieurs ont pu rejouer, ce qui est pas... Pour moi, vous n'avez évidemment pas travaillé sur le terrorisme du XXe siècle, du 1810, mais il faut considérer la résonance de ce phénomène aux années 2023. D'accord. Je pense quand même qu'elle existe ou qu'elle devrait exister. C'est très intéressant. Et c'est très bien dit et mis en image. Merci. Alors, je me permets de clore la discussion, puisque la popote est ouverte pour 10 minutes, parce qu'on a quand même 15 minutes de retard.